Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers camarades. Avant de commencer, je voudrais excuser tous ceux qui se sont excusés. Et comme la liste est assez longue, je ne citerai personne du coup. Ensuite, je voudrais tous vous remercier tout simplement d'avoir répondu à notre invitation aussi nombreux ce soir et dans votre grande diversité. En effet, il y a là évidemment des camarades, des compagnons de route comme on les appelle, mais aussi de nombreux représentants, et je viens d'en voir un rentrer, de nombreux représentants du milieu associatif, représentants aussi des institutions et des élus de différentes sensibilités. Donc vraiment merci à tous. Ce moment des vœux est un moment privilégié. Un moment de convivialité d'abord, mais ça ce sera pour après. C'est aussi l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de se poser aussi et de faire un point d'étape, des constats, mais aussi de lever les yeux et d'envisager l'avenir. Et pour cela, je céderai très rapidement la parole à Jean-Paul. Mais 2 mots sur Jean-Paul. Oui, je sais qu'il n'aime pas, mais pour l'instant, c'est moi qui ai la parole. Jean-Paul, à qui vous êtes nombreux, dans votre grande diversité, à lui accorder votre confiance pour être utile et efficace, pour vous défendre, que ce soit au niveau local, au niveau de l'agglomération, comme au niveau national, pour défendre les valeurs de justice, de solidarité et d'humanité, y compris quand vous ne partagez pas ses convictions, vous lui reconnaissez son honnêteté et sa pugnacité. C'est vrai, il a toujours le souci d'être attentif, d'écouter, de dialoguer, de réagir vite et de construire ensemble, avec vous, à partir des réalités du terrain, des réponses qui rassemblent, qui innovent. Et ça, je peux vous dire que c'est parfois terrible, car il faut parfois le freiner, Jean-Paul. Dans son élan, il a une idée à la minute, même parfois à la seconde, mais sans jamais perdre de vue l'essentiel, ni pour autant jamais sans se disperser. Vous dire aussi, parce qu'on entend ça et là plein de choses sur les élus, vous dire aussi qu'un député communiste, non, il n'a pas de chauffeur. Il lui arrive d'ailleurs, à celui-là qui est derrière moi, de faire souvent un aller-retour Paris-Le Havre, puis retourner à Paris pour une séance de nuit dans l'après-midi. Il n'a pas non plus de bureau à Paris. Il le partage avec ses collaborateurs. Quant à la somme de travail, et heureusement qu'il a des collaborateurs exceptionnels et d'une efficacité redoutable, et je veux à cet égard les féliciter et les remercier chaleureusement ici, en commençant par Angela Herranval, qui est sa secrétaire parlementaire. Effectivement, je peux applaudir Simon Desmarais, qui lui travaille plus à Paris à l'Assemblée, Sébastien Giard, qui est ici en circonscription. Tout cela, tous, que je partage. Voilà, l'aide. Et pour revenir à la charge de travail, en dehors des conditions dans lesquelles elle s'exerce, cette charge de travail, je veux vous faire mesurer, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, qu'elle est immense, qu'elle est intense, tout comme le rythme. Comme jamais je n'ai vu un tel rythme à l'Assemblée nationale, que je suis pourtant depuis 1997. Et que surtout, cette charge de travail, elle n'est pas la même lorsque vous partagez les dossiers et les sujets à 16 députés, c'est le nombre de députés que nous avons dans notre groupe, ou lorsque vous la partagez à 307, c'est le nombre de députés à La République En Marche. Certains ont ainsi un dossier qui passe en séance par trimestre, quand nous autres en avons plus de 3 par jour. Et le tour de présence de Jean-Paul à l'Assemblée revient évidemment beaucoup plus souvent que pour d'autres. Sans oublier la Commission des Affaires étrangères, dont Jean-Paul est membre et qu'il prend à cœur, comme tout ce qu'il fait d'ailleurs. Commission qui est chronophage, y compris en temps à l'extérieur du territoire. La suppléante que je suis en sait quelque chose.
Alors mon propos n'était pas de vous faire vous apitoyer, surtout pas. Mais dans l'ambiance actuelle du tous pourri, je voulais préciser que non, pas tous. Alors les combats actuels et à venir sont nombreux. Pour 2019, j'ai pas fait de copier-coller, non, j'ai juste lu. Pour 2019, je souhaite qu'ils permettent surtout d'inverser la donne et d'obtenir des résultats. Tel est plus que jamais les objectifs de Jean-Paul, nos objectifs et notre volonté pour l'intérêt commun. Avec vous, grâce à votre soutien, nous continuerons d'être les acteurs de ces combats. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année qui doit être celle de tous les espoirs. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il avait de l'espoir, il a raison. L'année de tous les possibles, celle qui peut changer beaucoup de choses. Je vous souhaite à tous une excellente année 2009, beaucoup de succès dans vos projets de vie. Décidément, je vais pas la passer. Non, pour tout vous dire, j'ai 50 ans dans quelques jours, donc je crois que c'est pour ça que ça me fait un peu de mal, la 2019. Beaucoup de succès en tout cas pour vos projets de vie, du bonheur et de l'amour à partager avec les autres, des succès personnels évidemment, mais aussi beaucoup de succès collectifs pour nous tous. Quant aux personnes qui sont là, derrière nous, ne vous torturez pas l'esprit à savoir pourquoi elles sont là, ni qui elles sont. On les a juste choisies à l'entrée sans autre critère particulier que de partager le nous, comme beaucoup d'autres dans la salle, et d'être engagés pour les autres. Donc voilà, nous les remercions d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir, comme vous tous, et je passe la parole sans plus tarder à Jean-Paul Lecoq, député. Merci Nathalie, merci tout le monde. On aurait pu rajouter que la simulation qui a été faite sur mon bulletin de salaire de décembre à l'Assemblée nationale avec le prélèvement d'impôt à la source fait que je vais toucher 4 834 €, je crois. Pour ceux qui fantasment parfois sur des milliers d'euros que toucheraient les députés dans leur salaire, et ben voilà, moi c'est après simulation, donc impôt payé, certes, mais quand même. Je referme la parenthèse. Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues, mes ex-collègues maires, j'ai des restes. Madame la sous-préfète, je ne sais pas si elle est là, mais comme elle est grande, notre sous-préfète, je la vois pas. Mesdames et Messieurs les présidents, les secrétaires généraux, les directeurs, les administrateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des différents corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et des différents cultes, citoyens, citoyennes du Havre, de Guenneville, d'Harfleur, de Gonfreville-Lorcher et d'ailleurs, vous l'êtes toutes et tous ici, au-delà de vos situations, de vos professions ou habitations. Je vous souhaite, avec Nathalie et mes collaborateurs qui vous ont été présentés, Angela, Sébastien, Simon, la bienvenue ce soir, en vous remerciant de votre présence si nombreuse qui me touche toujours autant. J'y suis sensible et croyez-moi, ce n'est pas une simple formule de politesse, car je puise mes ressources dans nos relations, nos échanges et nos rencontres, et j'ai besoin de fraternité, de convivialité pour avancer. Sinon, à quoi bon faire de la politique? J'ai conscience que cette salle est désormais un peu étroite pour organiser une rencontre annuelle, mais j'ai du mal à me résoudre à quitter le cœur de ce quartier. Peut-être faudra-t-il envisager cependant à l'avenir de gagner d'autres horizons. Et puisque nous sommes d'abord là ce soir pour cela, je tiens à vous adresser tous mes bons vœux pour vous-même, pour vos proches, bien entendu, mais au-delà des vœux collectifs, pour une vie, une ville, une société et un monde meilleur. Rien que ça, et pas moins. Et que personne n'ose venir nous dire que ce n'est pas possible. D'autant qu'un urgent besoin de justice, d'humanité, de paix s'exprime avec cette nouvelle année. À vous voir ici rassemblés dans toute la force de votre diversité, fort de l'énergie de vos savoir-faire, dans la richesse de vos vies et de vos expériences de la vie, je veux vous dire nous. Nous, merci pour ce que nous avons fait ensemble, pour ce que nous avons partagé. Nous aussi, pour ce que nous pouvons faire ensemble et pour ce que nous allons partager. Le nous qui transforme,
l'impossible en possible. Le nous qui mobilise, lutte et résiste. Le nous qui construit, transcende et invente. Le nous qui soutient, protège et réconforte. Le nous qui émancipe, rassemble et fédère. Nous, justement, vivons à une époque où le prétendu nouveau monde consisterait à atomiser les collectifs, à isoler les gens et à les mettre en compétition, à les sélectionner. Entre les méchants et les indignes, entre les courageux et les feignants, entre les irréprochables et ceux qui déconnent, entre ceux qui sont nés ici et ceux qui viennent d'ailleurs, entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sauraient rien. Mais qui peut prétendre pouvoir de sa plus tendre enfance jusqu'au crépuscule de sa vie, demeurer d'une égale santé physique ou psychique, d'être récompensé de ses efforts journaliers en disposant constamment des revenus lui garantissant une existence aisée, qui se sent assez arrogant pour aller faire la leçon à autrui, qui peut s'arroger le droit de trier les êtres humains, et d'ailleurs, selon quels critères, et surtout, à quelle fin, qui se considère ainsi comme le patron suprême de tout un peuple, d'une nation, dans laquelle chacun serait sommé de réussir ou de se terrer et de se taire. Et ne voyez pas ici que la critique portée à l'encontre de l'actuel président en exercice, pas plus que ses ministres, du premier au plus sinistre. Leur suffisance, mais aussi leur arrogance des réalités des gens et de la vraie vie, leur mépris, je les rencontre pareillement parmi leurs disciples à l'Assemblée nationale, comme parmi leurs pairs à Bruxelles, à Paris, dans les ministères ou à la tête de nombre de directions. Ils disent et ils construisent du jeu, en s'étonnant soudain de ces manifestations, de ces revendications, de ces drôles de gilets jaunes ou de ces peuples qui osent défier leurs décisions. Par des mobilisations ou par des référendums dont les résultats sont présentés ensuite comme le fruit de manipulations. Car ils détiennent, bien entendu, la vérité absolue. Ils savent ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ils fixent la feuille de route, sortent les chronomètres, fixent les quotas, calculent les ratios. Ils jouent quelquefois de la carotte, mais préfèrent toujours le bâton. Et à l'arrivée, pendant que les richesses s'accumulent dans les mêmes poches, 26 milliardaires, désormais à eux seuls, se partagent la moitié des richesses de l'humanité. 26. La pauvreté s'étend, la précarité progresse, le chômage s'enquiste, la détresse gagne dans les rangs de tous autres. Les droits régressent, jusqu'à ce que la colère explose. Alors vient le temps du grand débat, pour chercher l'apaisement, pour feindre d'écouter ce que l'on ne voulait pas entendre, pour diviser aussi. C'est toujours ça de prix. Aux maires, aux syndicats, aux associations qui n'ont cessé d'alerter, de faire remonter, de proposer, ils viennent leur dire « sortez-nous-en, rétablissez la confiance, redonnez-nous du silence », tout en orchestrant une dramatisation des événements. Eux qui n'avaient que faire du peuple, eux qui bradent au Monopoly le patrimoine du pays, sortent soudain la carte de la patrie en danger, de l'économie qui vacille, de l'ordre public aux abois. Paulette et son gilet jaune devient une subversive. Raymond et ses 68 printemps, un séditieux. Jeff le cheminot est radié, jugé trop dangereux pour avoir brandi une torche en manif. Et Jérémy, pour avoir écrit les initiales de mort aux vaches sur un rond-point, se retrouve devant un juge, comme s'il avait pointé une arme. J'entendais tout à l'heure une chanson de Brassens et je me dis que Brassens et Ferré sont oubliés. Puis peut-être même que derrière tout ce foutoir, écoutez bien, se cache la main du député. Paraîtrait-il qu'il financerait certains, qu'il leur trouverait du boulot. Question posée en garde à vue de Gilets jaunes, c'est du vécu. Je n'en veux pas ces policiers à l'imagination stupéfiante. J'ai eu trop d'occasions, malheureusement, pour saluer leur courage et leurs propres difficultés. Et je sais aussi que comme tout mouvement de masse qui rencontre le mépris, celui des Gilets jaunes est aussi prétexte à des violences inacceptables. En revanche, j'en veux à ceux qui donnent les ordres et qui n'ont pas compris que la violence et la dérive sécuritaire conduisent au fond du puits. Au lieu de calmer,
leurs décisions ne font que fabriquer les futures tensions, les déchirements qui maltraitent notre pays. La peur, comme les murs de toutes sortes, ne remplace jamais aucun programme politique dans une république qui se veut démocratique. Je le signe dans une tribune nationale au milieu d'une centaine de personnalités de renom. Et cela vaut aussi pour l'Europe. Concernant l'autre côté de la Manche, les mêmes fabricants du jeu menacent les Britanniques, les foudres de l'enfer, à travers un Brexit dur et punitif, sans accord, pour apprendre à vivre à ceux qui se rebellent, comme je l'ai dénoncé dans l'hémicycle la semaine dernière. Ou mieux encore, en les contraignant à abandonner le Brexit, qui signifierait une nouvelle fois « votez toujours ». Cela ne sert à rien. On connaît la chanson, on nous l'a servi après 2005. Ils versent des larmes de crocodile qui coulent sur leur sourire en coin à l'annonce du rejet massif par le Parlement britannique de l'accord inacceptable que la Commission européenne veut lui infliger. Infliger un accord à un peuple qui veut divorcer pour faute afin de le contraindre à rester ou à partir humilié. Voilà l'image qu'il nous offre de l'Europe. Membre de la commission parlementaire en charge de gérer les conséquences du Brexit en France, je suis affligé de constater comment la seule préoccupation, depuis des mois, est de pouvoir récupérer des parts de marché, de capter au passage une partie des traders de la City vers Paris. Pour le reste, on nage en pleine improvisation. Le gouvernement français a raté la négociation sur les nouveaux corridors maritimes européens qui, pour l'heure, excluent nos ports au profit de ceux du Nord. Ce sont les députés qui se sont mobilisés, et j'en suis. Le projet de loi de finances 2019 prévoit une augmentation ridicule du contingent de douaniers et du nombre d'agents des services vétérinaires au regard des gigantesques besoins. Et ce n'est sûrement pas en déplaçant des directions que l'on a plus de douaniers sur le terrain. J'ai interpellé de très nombreuses fois sur ce sujet et j'en ai profité pour signaler que le seul dispositif de contrôle par scanner des 3 millions de conteneurs qui transitent sur le port du Havre est actuellement hors service. J'en ai appelé à la remise en état et en service d'urgence du Sicoscan. Sans oublier les enjeux de la pêche, de l'activité, donc de la vie de nos pêcheurs, de l'importance de la filière des produits de la mer dans notre région. Mais au-delà, ce qui est édifiant, c'est la manière dont ce gouvernement se refuse à comprendre pourquoi un peuple a décidé de quitter cette union. Et il est grand temps de changer profondément de politique pour préserver cette magnifique idée européenne, mais en changeant de cap. Placer la boussole sur les intérêts des gens avant ceux de l'argent. Remplacer le jeu par le nous. Les élections européennes du printemps devront sonner la mobilisation pour imposer une autre Europe avant que, un à un, les gouvernements nationaux ne tombent entre les mains des populistes et des extrémistes. Quant à nos gilets jaunes, qui ne font que révéler à leur manière et porter ce que nous sommes nombreux à dire et à proposer depuis des années, les élus locaux, qui défendent bec et ongle leur commune, les salariés qui, pour défendre leurs droits et leur emploi, pour pouvoir vivre de leur salaire, mais aussi pour faire gagner leurs entreprises, les agents publics, les cheminots, les postiers, les agents hospitaliers, les agents des EHPAD, des services départementaux des solidarités de l'enfance, contre le démantèlement et le rationnement des services publics, les lycéens, les étudiants, les enseignants rassemblés contre la sélection et pour des moyens à la hauteur de l'éducation, les retraités s'opposant à la hausse d'une CSG censée punir de prétendus privilégiés, les avocats devant mener la lutte pour garantir une justice égale et accessible pour tous. Ça en fait du nous, ça en fait du nous. Tous appellent à plus de justice sociale, fiscale ou territoriale. Or, ces sujets sont curieusement absents de la lettre présidentielle du cadrage du grand débat censé inventer la sortie de crise. Alors il faudra continuer à mobiliser, à résister, à proposer, sans jamais nous décourager. Car toutes ces résistances sont autant de constructions d'une autre voie, d'une alternative à cette République du jeu. Une alternative qui finira par s'imposer. Question de temps, question de volonté, question de nombre aussi. La grande majorité des gens sont à bout, et la planète est à bout de souffle. Mais nous sommes les plus nombreux. Les forteresses du jeu ont toujours ainsi fini par céder face aux assauts répétés du nous. C'est le sens de l'histoire, c'est aussi celui de la vie. Le nous de la nation, comme le nous de la cité. La cité au lieu de la proximité, de l'accessibilité, des solidarités, de la démocratie aussi. En expérimentant, en prouvant ici ce qui peut alimenter des changements de société,
Mais pour ce faire, il faut arrêter de se taire et de se satisfaire de gérer en gestionnaire. Bien au contraire, la force des territoires, c'est leur capacité à innover, à bousculer, à démontrer et à rassembler. Il faut inventer des solutions et se mettre en mouvement tout en créant le mouvement, avec toutes celles et tous ceux qui ont tant de choses à apporter. Par exemple, dans certaines agglomérations, on prend désormais le bus en toute liberté. Sur ce sujet, le colloque que j'ai organisé avec mon groupe à l'ISEL en décembre, avec la collaboration du chercheur Maxime Muret, spécialiste des mobilités, a permis de comprendre comment cette belle mesure pour l'environnement, pour la qualité de vie, pour le pouvoir d'achat, pourrait être mise en œuvre ici. Avec Nathalie, nous organiserons cette année d'autres initiatives, à commencer par la santé de proximité pour faire bouger les lignes. Tout est toujours une question de choix et de priorité. Les mesures que je porte à l'Assemblée avec d'autres députés et qui sont résumées dans la lettre disponible ici, permettent à la fois de tout financer et de réduire le déficit public. Et notre territoire sait être performant, innovant. À maintes reprises, il a su le démontrer. Ici, on sait se rassembler, se mobiliser, au-delà des différences politiques, au-delà des classes sociales, sans que chacun ne renie pour autant ses propres convictions. Sauf que depuis quelques années, les maires de la ville du Havre ont préféré l'image à la voix, dans un contexte où justement, il faut donner de la voix pour se faire entendre et respecter. Certains m'ont dit, peu importe maintenant que nous sommes à Matignon, tout cela va changer. Ah bon, qu'est-ce qui a changé? Là-haut, je me sens quelquefois un peu seul dans mes démarches pour défendre les intérêts des gens d'ici, même si ma collègue Agnès Firmin-Lobaudot est souvent présente, à mes côtés, ou moi au sien, sur les sujets qui concernent l'agglomération havraise. Mais où est le maire du Havre? Où est l'ancien maire du Havre? C'est quelquefois, paradoxe de l'histoire, sur le président de région que je peux m'appuyer pour faire avancer certains projets. Et il y en a un grand besoin, car les sujets ne manquent pas. Pour les investissements vitaux de notre port et le retour des ports nationaux dans les corridors. Concernant les investissements, je me réjouis des avancées enfin obtenues pour notre port de commerce, mais aussi pour notre port de pêche. Mais que de mal pour y parvenir. J'ai entendu dire avant-hier, c'est trop long, et je partage tout à fait cette analyse. La mobilisation commence à payer, il faut la poursuivre, ce n'est pas fini. Pour que la nouvelle réforme de l'organisation des ports soit réellement travaillée dans un souci de consensus avec l'ensemble des acteurs. Il y en a assez que ce gouvernement commence par décider seul avant d'organiser la concertation qui ne doit en aucun cas remettre en cause sa décision. Mobilisation nécessaire aussi pour réussir l'implantation de la nouvelle filière industrielle de l'éolien en mer, au Havre, en veillant, et je m'en occupe dans mon dialogue régulier avec le porteur de projet, Siemens Gamesa, aux retombées pour les entreprises locales et pour l'emploi durable. Quand on œuvre pour le développement durable, on travaille à l'emploi durable. Cela doit aller de pair. Mobilisation nécessaire aussi pour notre désenclavement fluvial et ferroviaire, sans attendre 2030, 2040, 2050. Et pour moderniser une ligne ferroviaire Le Havre-Paris digne de l'importance et de la densité de notre bassin de vie. Mobilisation pour casser, c'est une expression, mobilisation pour casser les barrières des péages sur nos ponts et sur l'autoroute qui nuisent à la mobilité, au pouvoir d'achat des salariés, comme à la compétitivité économique de notre territoire. Et c'est une expression, il ne faut pas dire que si jamais il y a une occupation des péages, si vous cassez les barrières, que c'est moi qui le faire. J'ai déjà ma dose en ce moment. Pour aussi agir pour que notre aéroport puisse se développer dans le cadre d'une plateforme aéroportuaire normande équilibrée. Et dans l'équilibre, ça veut dire pour que le nôtre cesse d'être négligé. Mobilisation pour soutenir nos industries, afin qu'elles réussissent leur transition écologique, et je ne parle pas uniquement de notre centrale thermique. Vous l'avez vu, celle de Cordemais, située dans la région du ministre de l'écologie, SOE, temporairement, mais on lui laisse un sursis. Il serait inacceptable que sa sœur jumelle, qui développe le même process vert de substitution au charbon, soit sacrifiée. Nous sommes également dans l'attente de nouvelles concernant Renault à Sandouville. Et cela ne concerne pas l'éventuelle sortie de prison de son ex-patron Carlos Ghosn, mais l'implication de notre usine dans le plan de conversion à l'électrique. Ces mobilisations sont également nécessaires pour développer l'emploi. Mobilisation pour le maintien de notre université de plein exercice, donc pour refuser une fusion préjudiciable à l'échelle régionale avec celle de Caen et d'Orban. Même sujet pour les rectorats. Sur ces points, nous sommes opposés aux visées du président de région. Mobilisation pour notre hôpital, et notamment ses services psychiatriques, ses urgences, comme nos EHPAD publics,
qu'ils soient enfin dotés de moyens nécessaires pour conduire leur mission essentielle de service public sans mettre les patients comme les agents en danger, et pour stopper le scandale du déficit dans l'offre de soins du quotidien. Mobilisation pour sauver nos tribunaux et maintenir l'accès à la justice pour tous les citoyens sans qu'ils soient obligés de parcourir des kilomètres à leurs frais. Mobilisation pour que les personnels en charge de la sécurité publique et civile, au centre pénitentiaire, dans les rangs de la police, de la gendarmerie, chez les pompiers, disposent des effectifs et des moyens nécessaires en matériel pour conduire leur mission. Un peu moins de flashballs et de bombes à gaz, et plus d'effectifs et de véhicules, par exemple. Mobilisation pour préserver nos services publics de proximité, où la dématérialisation est nécessaire, mais comme complément des accueils publics, pas en les remplaçant pour servir uniquement des notions de rentabilité éloignées du sens même du service public. Le défenseur des droits, qui n'a rien d'un communiste, vient de le rappeler avec force. Mais surtout, au-delà de ces enjeux, se mobiliser pour innover pour les gens. Les gens qui, ici, doivent avoir moins froid qu'ailleurs, parce que la crise les frappe plus durement qu'ailleurs. Taux de chômage, des jeunes notamment, taux de pauvreté, taux de précarité, taux de mal-logement et difficultés de santé des habitants supérieurs à la moyenne. Cela appelle des politiques publiques hors normes. Près de 10 000 demandes de logement sur notre agglomération ou de relogement sont en souffrance. Si nous oublions notre vocation de bouclier social, alors tout ce que nous pouvons construire par ailleurs sera à fond. La réelle attractivité d'un territoire se mesure d'abord à la qualité de vie de ceux qui y vivent. Aucun slogan, aucune belle image, aucun élément de marketing territorial ne s'y substituera. C'est à ce prix que notre ville cessera enfin de perdre des habitants. Bref, ce qui me préoccupe d'abord, ce sont les gens. La richesse humaine, pas celle de la finance. Notre territoire est riche, justement, de ces forces vives. Ces forces vives qui sont organisées et savent se mobiliser en fabriquant du nous, du collectif. Avec ce tissu associatif dense et pluriel, ces syndicats actifs et constructifs, nos organisations politiques, ces organisations professionnelles, non moins constructives, pour répondre aux enjeux du territoire, portuaire ou industriel, comme à l'UMEP, au sein de Synergip, à l'UMM, au BTP et bien d'autres. Et bien entendu, cette formidable énergie dans nos quartiers et les communes alentours, qui œuvrent tous les jours pour le sport, la culture, les solidarités, l'éducation, la formation, le vivre ensemble. Tous méritent notre respect et notre soutien. Comme ils méritent le respect et le soutien de l'État commun. Autant de sujets, autant d'enjeux, autant de nous, pour lesquels je suis constamment en mouvement, à l'Assemblée, dans les ministères et autres centres de décision, dans mes démarches auprès des directions, des administrations et des grandes entreprises, dans mes déplacements en France, à Bruxelles, à Genève, à l'ONU, et bien entendu dans la rue quand il le faut. Et il le faut souvent. C'est tout de même aberrant, dans une démocratie, qu'il faille à ce point lever le poing serré pour pouvoir se faire entendre. Notre territoire commun de vie et d'emploi s'est doté en ce début d'année d'un nouvel outil. Clairement, je m'en réjouis. Même si j'ai eu l'occasion, avec bien d'autres, de regretter la manière dont il s'est constitué, à marche forcée et sous la promesse d'un don de Matignon pour cette communauté urbaine, dont le montant du chèque est à l'arrivée bien inférieur à ce que l'on était en droit d'escompter par la parole donnée. Et ça se compte en millions en moins. Cette nouvelle communauté urbaine de 54 communes devra être un levier et prouver dans les actes toute son utilité. Dans le respect des équilibres entre ville-centre, communes périurbaines et ruralité. Dans le respect des maires et des communes, je l'ai rappelé lors de son installation, il n'y a pas de grands ou de petits maires, il n'y a que des élus de la nation. Dans le respect de l'esprit de l'intercommunalité, qui ne fait pas d'une agglomération un échelon supplémentaire ou une collectivité à part entière, mais au contraire, une communauté de communes rassemblées pour collaborer et travailler ensemble. C'est ainsi le meilleur moyen de nous éviter, ici, les écueils, et vous le savez, parce que vous les connaissez pas très loin, malheureusement trop souvent constatés ailleurs. Ceux de la technocratisation, ceux de la perte d'identité et de l'éloignement des citoyens. Dans le respect aussi du tissu économique. 54 communes, c'était 54 donneurs d'ordre. C'était 54 procédures de marché public auxquelles pouvait répondre le tissu économique local, les petites entreprises, les bureaux d'études locaux, etc. Une seule communauté d'agglomération avec des compétences transférées, si on n'y prend pas garde, ce ne sont que des grandes entreprises, peut-être même pas forcément dont les sièges seront installés sur notre territoire, qui répondront au marché, et ce sera
une fois de plus, la casse du tissu économique de proximité locale, y compris, quand je dis de proximité, c'est y compris dans le monde rural. Les petites entreprises pouvaient répondre à des appels d'offres. Nous devons donc être vigilants, tous les membres de la communauté urbaine, pour que soit respecté ce tissu économique. Et puis, bien entendu, dans le respect des gens, de leurs besoins et de leurs attentes. Nous avons ainsi beaucoup à faire ensemble, pour l'emploi, la formation, l'éducation, pour que chaque enfant en situation de handicap puisse accéder à une scolarité et ensuite à un emploi adapté, pour l'environnement, pour la mobilité, pour le logement, pour la santé. Mais aussi pour mettre un terme à ce stupide dumping commercial auquel se prêtent certaines enseignes en jouant sur la concurrence territoriale ou la libéralisation du travail des dimanches. De toute façon, nous sommes tous confrontés à une fragilisation de nos zones d'activité commerciale et surtout à la mise en péril de nos commerces de proximité. Et les consommateurs sont pour l'essentiel frappés par la baisse de leur pouvoir d'achat. Je ne vous l'apprends pas. Moins d'argent, c'est moins de dépenses dans les commerces et donc à un moment donné, la concurrence sera mortelle. J'appelle par conséquent de mes vœux le retour d'une coordination publique dans l'offre commerciale de notre agglomération. La fin également des stationnements payants de surface au profit de zones bleues et à l'abandon des mauvais projets, notamment en raison de leur impact sur l'environnement, comme celui qui s'envisage sur la ZAC des Pavillons. Avec les autres élus communistes, nous jouerons ce jeu collectif, comme nous l'avons toujours fait, comme tant d'autres le font. Nous n'avons dans ce domaine aucune exclusivité, même si l'on peut nous faire crédit de notre constante combativité. C'est ainsi que nous avons pu faire avancer des choses s'agissant de l'instauration de la dotation de solidarité communautaire basée sur des critères locaux, de la mise en service de l'ALER, de la création du campus universitaire ou encore de la baisse des taxes sur les ordures ménagères, par exemple, qui devenaient sérieusement abusives. Et sur d'autres sujets, il nous faut encore trouver les bons arguments ou faire valoir les meilleures démonstrations. Certains me demandent pourquoi je n'étais pas candidat pour présider notre nouvelle intercommunalité. Peut-être un jour. En tout cas, chaque chose en son temps. Je considère que le respect de la démocratie conduit le maire de la commune-centre à présider aux destinées de la communauté et que la recherche du consensus qui doit l'accompagner dans ses travaux appelle à ne pas confondre les mandats. L'Interco, ce n'est pas une tribune pour reproduire les débats de nos conseils municipaux et constater à l'arrivée, évidemment, les mêmes majorités, les mêmes oppositions. L'Interco, c'est une collaboration, une construction collective, ça doit être, qui s'établit par le dialogue, à partir de l'énergie des communes membres et de ses acteurs. Et puis, pour tout vous dire, mais ce n'est pas ici une raison supplémentaire, j'ai autant de divergences avec lui et son prédécesseur sur tant de sujets. Mais autant je reconnais que jusqu'à présent, les maires du Havre sur l'intercommunalité, depuis André Duroméa, ont respecté le concept de recherche de consensus communautaire, même si l'on est en désaccord sérieusement sur certains sujets. Je reste évidemment vigilant pour que le maire du Havre ne confonde pas ces deux casquettes, ou qu'il ne laisse pas les clés des décisions à des administrations, pas plus qu'à l'État d'ailleurs, référence au contrat de contrainte signé récemment avec lui. Je tenais cependant à le souligner. Pour autant, ce n'est pas un scoop, l'année prochaine, je ne voterai pas pour lui. Car ce Havre doit s'inscrire, c'est 2020 l'année prochaine, c'est une petite élection. Le Havre doit s'inscrire en capitale, a besoin de trouver l'énergie et le souffle de l'espoir, retrouver du sens, le sens du nous. Est-ce à dire que je serai candidat? Peut-être pas. Et puis je dirais peut-être pas que oui ou peut-être pas que non, si je voulais faire le dire en normand. Peut-être bien si les conditions du rassemblement sont réunies. Et puis je ne parle pas seulement du rassemblement des organisations politiques, partageant un socle de valeurs communes. Je parle d'un rassemblement plus large, de celles et de ceux qui aspirent à voir le Havre et ses habitants gagner de nouveaux horizons. Un rassemblement sans exclusive et sans exclusion, porteur d'un projet fort et novateur pour notre ville et surtout pour tous ses habitants. Pour son port, son industrie, son tissu économique, pour sa jeunesse, pour son présent et son avenir. Pour cela, je l'ai déjà dit, je suis disponible et je serai présent. Avec humilité, humanité et pugnacité. Avec confiance dans les gens d'ici. Avec ma voix, mon énergie et tout mon cœur. Je terminerai en vous disant que, pour l'heure, je suis votre député, à plein temps et par tous les temps. Honoré par la confiance qui m'a été donnée. Exalté par la hauteur de la tâche, pour faire reculer les injustices et les inégalités. Motivé pour vous défendre et faire avancer notre territoire. Mobilisé pour construire une alternative à un système insensé. Une doctrine libérale qui broie et qui cache des vies humaines. Ce besoin d'humanité qui ne cesse de porter pour notre Havre, notre pays, notre Europe et tous nos citoyens
un besoin d'humanité mondiale, tout autant sur cette planète qui produit, par les êtres humains qui la peuplent, sa meilleure promesse comme son pire cauchemar. Depuis 2017, la situation écologique a évolué, elle s'est encore aggravée. Tous les indicateurs sont en alerte. Le rapport du GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient une nouvelle fois de s'en inquiéter. Le réchauffement se poursuit. La pollution ne cesse d'augmenter, quand en parallèle, la biodiversité ne cesse de reculer. Quant à la France, comme bien d'autres pays, elle ne tient qu'à ses objectifs. Elle ne tient pas ses objectifs de réduction d'émissions de CO2. Les États-Unis et le Brésil ont même fait le choix, encore pire, en revenant sur leurs engagements. L'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence des droits, l'urgence de la paix et de la concorde est donc désormais visible partout. Dans notre ville, en France, en Europe, comme sur les autres continents. Au Sahara occidental, en Palestine, pour protéger les Kurdes ou sauver les exilés de la misère qu'on laisse noyer en Méditerranée ou dans l'océan Indien à Mayotte. Et pour lutter avec les peuples menacés par la folie terroriste, comme au Mali et dans toutes les zones du Sahel et du Sahara, mais aussi pour éradiquer cet arsenal nucléaire d'un autre âge, qui chez nous requiert du budget de la nation, écoutez bien, parce qu'on a toujours du mal à le croire, plus de 14 millions d'euros par jour. 14 millions d'euros par jour, 6 milliards par an, tout ça pendant 7 ans. Une seule année de ce budget, qui sert à moderniser l'arme atomique, pourrait sortir tous les hôpitaux français du niveau dans lequel ils sont. Qui peut encore croire, à part les mégalos et les lobbies de l'armement, que l'arme nucléaire assure la sécurité à l'époque où c'est dit dans tous les ministères, la menace, ce sont les terroristes. Cette menace qui frappe avec des cutters ou des camions. Ou alors la menace de la cybersécurité. C'est le sens de mon engagement pour le désarmement et du travail que j'ai mené pendant des mois dans mon rapport parlementaire sur le traité de non-prolifération nucléaire. À l'initiative de l'association Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, je me suis engagé avec d'autres parlementaires d'horizons différents à faire connaître et à convaincre un maximum de collègues afin d'organiser un référendum d'initiative partagée sur cette question, car il faut en débattre. Certains voient dans la force, le bruit des armes et le fléau des guerres le moyen de maintenir leur puissance et d'entretenir leurs dividendes. Ils n'ont que faire de l'humanité, perdus dans les abîmes de leur propre avidité. Pourtant, l'enseignement tiré de notre histoire de cette humanité nous indique que les uns sans les autres, nous ne sommes jamais rien. Que sans nous donner et nous tendre la main, nous n'allons jamais bien loin. Le jeu ne peut s'épanouir qu'à l'ombre du nous, raison essentielle pour laquelle je nous souhaite une année pleine d'espoir et d'énergie pour une vie meilleure, sur notre terre, dans notre pays comme ici, au Havre et sur la pointe de Gau, dans notre estuaire. Et puis, un énorme merci à tous ceux qui ont œuvré à la préparation de cette soirée pour vous accueillir, et un petit bisou à ma chérie. Bonne année! Voilà. Et maintenant, on peut continuer à discuter et puis partager le verre de l'amitié et de la paix, comme on aime le faire.